Des drones qui surveillent les épreuves de planche à voile à Marseille, des caméras de vidéosurveillance équipées d'algorithmes pour traquer les personnes dans l'espace public, les déplacements dans Paris régulés par QR code, des centaines de nouvelles caméras qui fleurissent partout en France. Depuis des années, les industriels de la surveillance préparent les Jeux Olympiques. Le résultat de ce lobbying, initié à l'obtention de l'événement en 2015, l'explosion des dispositifs de surveillance en France. Je m'appelle Clément Pourret, je suis journaliste indépendant. Depuis 5 ans, je travaille sur la surveillance numérique dans l'espace public et je vais vous expliquer comment les Jeux Olympiques participent à la généralisation de ces technologies en France. Une technologie va nous intéresser particulièrement, la VSA, pour vidéosurveillance automatisée ou vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire des caméras augmentées qui utilisent des algorithmes. Ce sujet de la surveillance, j'ai commencé à m'y intéresser en 2019. À l'époque, je participe à la création d'un collectif de pigistes, hors cadre, dont je fais toujours partie, et j'y rencontre un confrère, Clément Le Foll. Comme moi, Clément est journaliste indépendant. Il enquête sur le monde du sport et la répression des supporters. Ensemble, nous décidons de travailler sur la surveillance numérique. La première étape de notre travail, c'est de dresser un état des lieux. Qu'est-ce qui a été publié? Qui sont les acteurs importants? Des associations, beaucoup de littérature scientifique existe sur le sujet, mais peu de journalistes s'y intéressent vraiment. C'est un sujet sous-exploité, donc nous nous y engouffrons. Quand nous commençons à travailler, à la fin de l'année 2019, arrive le Covid. La surveillance dont personne ne parlait devient visible. La RATP commence à expérimenter des caméras de reconnaissance du port du masque dans les couloirs du métro. Plusieurs entreprises installent des dispositifs de reconnaissance thermique pour détecter la température des usagers à l'entrée de ces locaux. Le télétravail sert de prétexte à la mise en place de nouveaux outils de surveillance. De son côté, l'État aussi en profite. Entre le 17 mars et le 17 avril 2020, Clément Le Foll et moi-même enquêtons pour Mediapart sur le déploiement massif de drones de surveillance par les forces de l'ordre. En un mois, ils sont déployés à au moins 15 reprises dans le cadre d'opérations liées au confinement, en l'absence de tout cadre légal. Quelques mois plus tard, le Conseil d'État condamne la préfecture de police de Paris, puis le ministère de l'Intérieur pour l'usage illégal de ces technologies. Le Covid, vous l'avez compris, va être une occasion unique pour les fabricants de technologies de surveillance qui peuvent vendre et mettre en avant leurs technologies. Mais pendant que la pandémie bat son plein, les acteurs du secteur n'ont qu'une idée en tête, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Fermez les yeux. Vous pouvez y aller, fermez les yeux, s'il vous plaît. Mettez-vous à leur place. Imaginez que vous faites votre argent en vendant des caméras, des logiciels de surveillance ou d'analyse d'images, des portiques de reconnaissance faciale. Les Jeux ne sont plus seulement un événement sportif. Ils deviennent une opportunité unique de mettre en avant vos technologies, de montrer au monde ce dont vous êtes capable. Je dis ça avec emphase, mais les enjeux sont réels pour les acteurs de la surveillance. Chaque Olympiade, depuis 2001, sert de tremplin au déploiement de technologies sécuritaires. Un homme, Jules Boykoff, a longtemps travaillé sur le sujet. Jules Boykoff, c'est un ancien footballeur professionnel, c'est ce monsieur-là qu'on voit en haut. Il est ensuite devenu chercheur en sciences politiques et il a publié plusieurs livres, dont un ouvrage de référence sur les jeux et la sécurité, Power Games, A Political History of the Olympics. Les liens, selon ce chercheur, entre politique sécuritaire et grands événements sportifs sont nombreux. En 2002, juste après les attentats du 11 septembre, le budget des Jeux Olympiques d'hiver qui se passe à Salt Lake City explose. Il atteint 330 millions de dollars, soit 1,1 fois la somme engagée par le Trésor américain lors des 7 Olympiades précédentes. En 2008, les JO d'été se passent à Pékin. Les caméras envahissent la ville. Les technologies testées pendant les Jeux serviront de point de départ à la politique de surveillance chinoise actuelle. 4 ans plus tard, à Londres, l'Angleterre va aussi avoir massivement recours aux caméras. La capitale anglaise est aujourd'hui une des villes les plus vidéosurveillées du monde et la reconnaissance faciale y est utilisée en temps réel. C'est la même chose dans le football. En 2018, la Russie teste la reconnaissance faciale à l'occasion de la Coupe du Monde. 1 an plus tard, cette technologie est utilisée pour arrêter des manifestants pro-Poutine. En France, dès l'attribution des Jeux, les industriels prennent conscience que l'événement représente une occasion unique pour le secteur. Dès 2018, les entreprises s'organisent.
Un acteur en particulier est incontournable, le GICAT, pour Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler du GICAT, le GICAT, c'est ça. Fondé en 1976, le J4 regroupe 390 entreprises de la sécurité et de l'armement, des géants comme Thales, Idemia ou Atos, mais aussi des petites et moyennes entreprises dans tout l'Hexagone. Dès 2018, son président, Marc Darmon, par ailleurs vice-président de Thales, prend la tête de ce qu'on appelle le comité stratégique de filière des industries de sécurité. C'est une instance qui regroupe les entreprises et l'État et vise à développer la filière en France. Elle s'occupe, ou en tout cas s'intéresse notamment, à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Menaces terroristes, risques cyber, afflux de touristes. Pour ces entreprises, les enjeux de sécurité des Jeux sont hors normes. Le travail des organisations patronales va s'organiser en deux temps. D'abord, elles collectent les besoins du secteur. Ensuite, elles agissent auprès des gouvernements et des institutions qui organisent les Jeux. Pour ces entreprises, l'objectif est très clair. Légaliser, puis faire adopter les différentes technologies de sécurité produites par les industriels français. L'enjeu, c'est aussi de booster la filière française. La concurrence est rude sur les marchés de la surveillance. D'autres pays d'Europe, mais aussi la Chine, les États-Unis ou encore Israël vendent partout leurs technologies de surveillance. Fabriquer en France, pour les industriels, ce serait garantir que ces outils ne soient pas détournés par des puissances étrangères. Dès 2019, le comité stratégique de filière adresse au préfet Pierre Lieuteau, alors chargé de l'organisation des Jeux, une proposition globale de sécurité qui analyse les risques inhérents à l'événement et vante déjà les solutions technologiques françaises. L'année suivante, le J4 multiplie les opérations de lobbying à l'Assemblée nationale, auprès de l'État et auprès de ses services. En 2020, sur 14 actions de lobbying menées par le J4, 6 ciblent spécifiquement les Jeux Olympiques. En parallèle, le comité de filière lance un vaste programme d'expérimentation. Le ministère de l'Intérieur et les services du Premier ministre sont convaincus, mais le Covid va donner du retard au programme. Pas de problème, le J4 sort les gros sous et investit 14 millions dans ses propres expérimentations. L'un des axes majeurs de ces tests grandeur nature, c'est la reconnaissance faciale. C'est un marché à plusieurs milliards de dollars, sur lesquels des entreprises comme Thales ou Atos possèdent déjà des technologies matures et commercialisables. Les forces de l'ordre utilisent déjà la reconnaissance faciale a posteriori. Elles sont favorables à son utilisation en temps réel. Sous l'égide du J4, Thales teste donc la reconnaissance faciale sur des arbitres volontaires à Roland-Garros en 2020. Une autre expérimentation de reconnaissance faciale est prévue sur plusieurs centaines d'employés de l'Olympique de Marseille lors d'un match en 2021. La CNIL donne son avis, elle est finalement annulée. Après le Covid, les industriels et l'État abandonnent la reconnaissance faciale. La technologie ne passe pas auprès des Français. Le cadre législatif est trop contraignant. La société, estiment les politiques et les industriels, n'est pas prête. Une autre technologie est alors encore plus mise en avant, la VSA pour vidéosurveillance automatisée, dont je vous parlais tout à l'heure au début. Cette technologie permet en fait d'ajouter une couche d'analyse algorithmique à la vidéosurveillance. Elle facilite le traitement de gros volumes d'images, elle permet de détecter certains problèmes en temps réel, mais aussi de traquer dans l'espace public, un peu comme la reconnaissance faciale, des personnes spécifiques. Cette technologie, elle est critiquée par de nombreuses associations, mais elle est présentée comme une nécessité par le gouvernement, les parlementaires de la majorité et les organisations patronales. Toutes et tous voient dans la VSA un moyen de garantir le maintien de l'ordre durant l'événement, enfin les Jeux Olympiques, pour ceux qui me suivent, sans opter pour une technologie aussi intrusive que la reconnaissance faciale. C'est aussi, encore une fois, un enjeu de souveraineté. Développer des technologies françaises éviterait d'être dépendant d'acteurs comme l'entreprise chinoise Huawei ou l'entreprise d'origine israélienne Briefcam, aujourd'hui filiale de Canon. En dehors des Jeux, les industriels mettent en avant d'autres arguments.
D'abord, ces technologies permettraient de mieux lutter contre la criminalité. Aucune étude scientifique accessible au grand public ne prouve l'efficacité de ces solutions. L'Association nationale de la vidéosurveillance, l'AN2V, qui est un autre lobby du secteur, explique régulièrement avoir mené des études en interne qui démontrent l'efficacité de ces technologies. Elles ont toujours refusé de rendre ces études publiques. Ensuite, ces technologies seraient respectueuses du RGPD et plus généralement de la protection des données. Il y a un vrai débat juridique, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais au-delà de la question du droit, les associations de défense des libertés publiques dénoncent surtout un risque de surveillance généralisée. Ces technologies, elles peuvent aussi être utilisées pour cibler certaines catégories de personnes, par exemple les plus pauvres. Et les associations, ce n'est pas les seules à s'inquiéter. Certaines entreprises, comme la start-up française 22, refusent de vendre leurs technologies à certaines collectivités d'extrême droite. Enfin, et c'est un peu le cœur du problème, ces solutions, elles sont vues comme une manière de rendre efficaces les nombreuses caméras dont se sont équipées les collectivités au fur et à mesure des années. C'est ce qu'expliquent en off de nombreux industriels, comme ceux que j'ai pu interroger dans cet article du Monde. De nombreuses communes ont installé énormément de caméras de vidéoprotection, mais elles n'arrivent pas à traiter et à surveiller en temps réel ces flux vidéo. Ce qu'on leur vend, c'est une solution à ce problème. De quoi parle-t-on quand on parle d'énormément de caméras? Difficile à dire. Chaque installation de caméra dans l'espace public est théoriquement soumise à la validation de la préfecture. Ce processus est censé garantir les libertés publiques, mais il est généralement bâclé. Par ailleurs, on n'a pas de données exactes sur la réalité de la vidéosurveillance en France. Les chiffres officiels les plus cités datent de 2012. La CNIL dénombre à l'époque 935 000 caméras en France. Ce nombre important de caméras de vidéosurveillance, c'est le résultat d'une politique qui dure depuis 30 ans. Les premières caméras utilisées à des fins de sécurité apparaissent en France au début des années 90, dans les Hauts-de-Seine, quand un certain Patrick Balkany en fait installer 86 dans sa commune de Levallois-Perret. En 1995, la loi Pasqua va accélérer le mouvement et offrir un cadre légal à l'utilisation de ces dispositifs. Au début des années 2000, les caméras vont exploser grâce à un homme, Nicolas Sarkozy. Au ministère de l'Intérieur, puis comme président, Nicolas Sarkozy va promouvoir la vidéosurveillance et la mettre en place via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, des dispositifs de financement destinés aux communes qui veulent installer des caméras. Aujourd'hui, donc, ces caméras, elles sont partout. L'immense majorité se trouve dans des commerces ou des lieux ouverts au public, et une plus petite partie concerne directement les rues et l'espace public. Encore une fois, on a un problème de chiffres. Selon la Cour des comptes, en avril 2018, les forces de l'ordre dénombraient plus de 4000 communes en dehors de Paris, équipées de caméras de surveillance, pour un total d'environ 76 000 caméras. À la même époque, le ministère de l'Intérieur en dénombre 61 000, soit 15 000 de moins que la police et la gendarmerie. Les grandes villes, en tout cas, sont toutes ou presque concernées par le développement de ces technologies. L'enjeu, c'est toujours le même, c'est répondre au sentiment d'insécurité, rassurer, bien plus que de mettre en place des politiques publiques pour lutter à long terme contre la criminalité. Comme l'écrit la chercheuse marseillaise Élodie Lemaire, notamment autrice de L'œil sécuritaire, mythe et réalité de la vidéosurveillance, il s'agit avant tout d'un choix politique. La chercheuse explique que s'équiper en vidéosurveillance est avant tout un réflexe, une manière de montrer qu'on agit quand on est une femme ou un homme politique. Dans le sud, quelques villes se distinguent par leur approche agressive de la vidéosurveillance. Nice, qui s'autoproclame ville la plus vidéosurveillée de France, mais aussi le petit village de Saint-Marche-de-Jommegarde, 1250 habitants dans l'arrière-pays aixois, et une caméra pour 50 résidents. Le problème dans toutes ces villes, c'est toujours le même. Les élus ont investi beaucoup d'argent dans des caméras qui n'ont qu'un impact très limité sur la criminalité. Entre 2012 et 2016, le sociologue Laurent Mucchielli a pratiqué des diagnostics locaux de sécurité pour le compte de villes ou de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La synthèse de son travail, la vidéosurveillance ne lutte pas contre la délinquance, au mieux, elle la déplace. Un autre chercheur, Tanguy Le Goff, pointe lui les limites humaines du dispositif, les pannes, les champs de vision masqués par les arbres et le manque d'attention des opérateurs qui surveillent les écrans.
Outre-Atlantique, les recherches traduisent la même chose. Les caméras peuvent déplacer la criminalité, mais elles n'ont pas vraiment d'impact sur le passage à l'acte. Elles peuvent par contre servir, a posteriori, à résoudre des enquêtes en identifiant des auteurs. Les caméras seraient, si on prend les études avec les fourchettes les plus larges, utiles dans 3% des cas. Un exemple dramatique illustre le manque d'efficacité de ces technologies de surveillance. Celui des attentats de Nice, le 14 juillet 2016, qui conduira à la mort de 86 personnes sur la promenade des Anglais. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, le maire de Nice, Christian Estrosi, avait tenu ces propos. Réseau de caméras avec 999 caméras, une caméra pour 343 habitants. À Paris, il y en a une pour 1532. Et je suis à peu près convaincu que si Paris avait été équipé du même réseau que le nôtre, les frères Kouachi n'auraient pas passé 3 carrefours sans être neutralisés et interpellés. Le 14 juillet 2016, les choses se sont passées autrement. Ouverte après l'enquête, une enquête met en avant les défaillances du système sécuritaire niçois. Avant le 14 juillet, l'auteur est passé plusieurs fois devant des caméras de surveillance dans des zones où cela aurait dû alerter. En 2019, les juges d'instruction chargés de l'enquête dénonceront un système sophistiqué, mais confié à des fonctionnaires sans réelle formation, formés sur le tas et faisant preuve d'une méconnaissance des arrêtés réglementaires de la circulation. Les caméras traditionnelles, donc, ne fonctionnent pas. Pour améliorer ces systèmes, les entreprises de vidéosurveillance proposent depuis plusieurs années plus de caméras, mais surtout des technologies d'analyse d'image. Sans cadre légal, ces technologies sont de longue date présentes dans de nombreuses communes. C'est ensuite souvent la fuite en avant sécuritaire. Plus de caméras, plus de technologies, encore plus de caméras. C'est notamment le cas à Marseille, où la ville a voté cette année une enveloppe de 15 millions d'euros pour installer de nouveaux yeux numériques dans la ville. Pour vous en parler, je vous propose d'accueillir Fabien Pérez, élu ELV à la ville de Marseille. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes conseiller municipal délégué au financement européen et depuis 2021, si je ne me trompe pas, président du groupe écologiste et citoyen à la ville de Marseille, qui fait partie de la majorité. Il y a quelques mois, vous êtes opposé au projet de vidéosurveillance porté par la majorité, qui était d'investir du coup 15 millions d'euros dans des caméras dans les prochaines années. Et peut-être avant d'aller à ce sujet-là, une première question. Si on revient un petit peu en arrière pour avoir un peu de contexte, c'est quoi l'histoire de la vidéosurveillance à Marseille ? Marseille est une ville qui a une vraie difficulté avec la sécurité. Un taux de délinquance importante et depuis 2002, le politique a souhaité apporter une réponse à travers la vidéoprotection. Ça a commencé dès 2002 avec 3-4 caméras qui sont d'ailleurs là, la Noailles et Gare Saint-Charles. Explosion en 2013 avec Marseille, capitale européenne. On est à plus de 200 caméras. 2013 à 2020, on est à 1558 caméras. La majorité en 2020 qui a été élue en indiquant qu'il faut un moratoire sur la vidéoprotection, puisque aujourd'hui on n'a pas de rapport d'évaluation sur l'efficacité, il n'y a pas de bilan sur l'intérêt à investir autant d'argent dans la vidéoprotection. Il y a eu un moratoire et effectivement le gouvernement a proposé au maire de Marseille, à la majorité, de financer 500 caméras et la majorité, devant cette proposition alléchante, a considéré qu'elle ne pouvait pas refuser le financement de 500 caméras. Voilà. On a eu un débat au sein de cette majorité. On va revenir au débat. Juste un point qui est important sur cette question de... Et je suis désolé, à la régie, on va sortir de la trame, mais c'est pas grave.
Vous inquiétez pas, je sais où je vais. Sinon, il y a une question qui est importante sur ce que vous disiez sur ces 500 caméras. Il me semble que ça conditionne aussi l'implantation de plus de forces de l'ordre à Marseille, c'est ça? Oui, alors, pour nous, c'est un débat important parce que aujourd'hui, la sécurité à Marseille, ce que je disais en préambule, c'est important. Les Marseillais, ils aspirent légitimement à plus de sécurité. On ne peut pas ignorer les difficultés que rencontre cette ville. Donc il faut y apporter de réponses, et je dirais qu'il y a au moins deux approches. La première approche, c'est de considérer que la population délinquante, c'est souvent, elle est en marge de la société, elle a une difficulté à s'insérer, et on voit bien que sur cette ville, depuis 30 ans, il y a des carences dans l'investissement scolaire, absence de centres sociaux depuis 20 ans dans les quartiers nord, et qu'il n'y a plus de politique éducative, d'initiative scolaire via les associations de quartier. Il y a une vraie défaillance. C'est un des points sur lesquels il nous semble qu'il est urgent de réamorcer une politique sur ce territoire. Cette approche-là doit s'accompagner, bien sûr, d'une présence policière sur le terrain, mais l'idée, c'est de capitaliser sur l'humain, sur le rapport humain, et comment on tisse un lien de confiance et comment on remet en place la police de proximité qui, unanimement, a donné des résultats concrets. Alors, la vocation de cette approche-là, c'est de dire, on essaie de diminuer celles et ceux qui ont vocation à passer à l'acte délictuel. Deuxième approche, elle consiste à dire, on va se doter d'outils informatiques, technologiques, dont l'idée est de faciliter l'identification des auteurs. En espérant que l'identification des auteurs amène à une interpellation et, par la suite, permette une baisse de la délinquance. La première approche, elle a vocation à agir sur les causes de la délinquance. La deuxième approche, elle a vocation à agir sur les conséquences. Alors, voilà, c'est sur le politique, il y a une vraie réflexion. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut essayer de jouer avec les deux? Est-ce qu'on privilégie l'un sur l'autre? C'est une réflexion qui a animé, en tout cas, le conseil municipal il y a quelques semaines à Marseille. Il y a bien évidemment un constat à faire, c'est que, vous l'avez parfaitement évoqué dans votre présentation, il y a un engouement incroyable pour la vidéoprotection. Et cet engouement-là fait qu'aujourd'hui, la ville en France qui dit moi je veux pas de vidéoprotection, on est vite mis à l'index. Si les autres se dotent d'outils informatiques, c'est qu'il y a un intérêt. Je crois qu'en France, il y a Brest, il me semble, qui a résisté. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas plus de délinquance, si ce n'est même un peu moins sur Brest que dans d'autres villes, mais Brest n'est pas Marseille. Alors, je dis ça parce qu'en tant que politique, c'est intéressant, il y a un vrai engouement, difficile d'y résister, c'est porteur électoralement, c'est-à-dire que les gens se disent, moi j'ai peur dans mon quartier, je veux une réponse. Le politique il dit, moi la réponse c'est j'ai investi 15 millions d'euros dans une vidéoprotection, je suis rassuré. Oui, je peux capitaliser en termes de campagne, quoi. Réponse immédiate. Donc, effectivement, porteur électoralement. En réalité, maintenant, vous l'avez parfaitement souligné, 30 ans d'expérience, de bilan. Aucune étude démontre que la vidéoprotection a permis de baisser la délinquance. Mukiele dit, au mieux, effet plumeau, ça se déplace sur les villes voisines. Bouches-du-Rhône, on est sur 90% des communes qui sont dotées de vidéoprotection, donc je veux dire, c'est pas satisfaisant. Je dirais même que si je prends une ville comme Marseille, 200 caméras en 2013, 2000 en 2026, 1558 en 2020, au plus on se dote d'outils technologiques, on observe un accroissement. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais en tout cas, je peux vous démontrer, par le fait qu'il y a un accroissement de la délinquance,
que la vidéoprotection ne permet pas une baisse de la délinquance. Et ce constat sur Marseille, il se fait sur la plupart des villes. Alors, la difficulté, c'est comment on peut réinstaurer des politiques qui ne sont pas porteurs électoralement, qui sont sur du long terme et qui consistent à investir effectivement sur l'éducation et combien il y a de carences dans cette ville. Oui, ce que vous dites, c'est que si on... Enfin, comment expliquer ça? Mais il y a un blocage, en fait. Si on passe sur du long terme, on n'a plus les bons chiffres à afficher. Politiquement, on est coincé, quoi. Oui, ce qu'il faudrait évoquer, c'est le coût faramineux. C'est-à-dire que non seulement ça coûte extrêmement cher, on parle de 15 à 20 000 euros par caméra, mais en réalité, il y a la dégradation, il y a le personnel qu'il faut embaucher pour surveiller les caméras, celui qui doit être sur le terrain pour être en lien avec la caméra. Et surtout, on a un bilan, je veux dire, Pascal qui est là, qui est avocat, aussi pénaliste, on voit dans toutes nos procédures, chaque fois qu'on fait appel à la vidéoprotection, en disant « tiens, il y a un criminel qui est passé dans cette rue, on va regarder la vidéoprotection. Ah, mais elle ne marchait pas, la caméra. » Ah bon, personne n'est au courant qu'elle ne marchait pas, ou alors il n'y avait personne pour donner l'information. On s'aperçoit que c'est un outil, encore une fois, qui satisfait en apparence, mais quand on rentre dans le détail, comme c'est une machine, quand elle ne marche pas, personne n'est au courant. Lorsqu'il s'agit d'un être humain, évidemment, s'il ne fait pas son travail, s'il parle mal, s'il y a une défaillance, ça se voit tout de suite. Il faut gérer l'être humain. La machine, on ne la gère pas. Une fois que j'ai payé, vous avez vu, il y a eu un scandale, encore une fois, à la mairie de Marseille, il y a quelques semaines, en lien avec la vidéosurveillance. Et il y en a de plus en plus. On pourrait rentrer aux États-Unis aussi, où il y a plusieurs scandales, notamment avec ce qu'ils appellent la vidéoprotection intelligente. Ce qu'il faut bien qu'on puisse comprendre, c'est que cet argent qui est investi, il se fait au détriment d'une politique sociale. Or, tout le monde se refuse de faire un comparatif. C'est-à-dire, ce que la ville de Marseille a investi, les millions qui ont été investis depuis 15 ans, ils auraient pu être investis différemment. Et est-ce qu'ils auraient été plus pertinents? Est-ce qu'ils auraient donné plus d'effet en termes de sécurité? C'est ça dont on est porteur, en tout cas au sein de cette majorité, le groupe que je représente, en indiquant qu'il y a des défaillances et aujourd'hui, on n'y répond pas. Comment, et ce sera peut-être ma dernière question, mais comment ça se fait qu'en 2020, lors de l'élection, il y a plutôt un consensus de la majorité actuelle de dire on va aller contre ces aller contre ces technologies-là? Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est la pression des citoyens? Est-ce que c'est la pression la pression de l'État, comme vous expliquiez tout à l'heure, avec le ministère qui vient dire on vous donne de l'argent pour le faire? Est-ce que c'est les entreprises de sécurité qui font du lobbying? J'en sais rien, on peut imaginer beaucoup de choses. Lorsque vous êtes en responsabilité, évidemment, vous avez des convictions qui se trouvent confrontées au principe de réalité. On a vu ce qui s'est passé à Marseille sur l'année 2023, nombre record d'assassinats, et donc effectivement, il y a une pression à laquelle l'État a voulu répondre. Il y a un effet pernicieux. L'enjeu de la sécurité, c'est la gestion du maintien de l'ordre. Ça relève de la compétence de l'État. L'État ne donne plus les moyens d'assurer une gestion du maintien de l'ordre. Et donc, il compense en indiquant, je vous propose de financer de la vidéoprotection, comme ça, je me rattrape. Attention, la vidéoprotection, c'est l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure. On vous dit bien que ça n'a pas vocation, une vidéoprotection, à gérer le maintien de l'ordre. Et ça doit être, le texte est très précis, ça doit être limité sur des espaces et des lieux très précis, et on doit justifier l'intérêt en termes de sécurité. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas mettre une vidéoprotection comme ça dans un espace public s'il n'y a pas une motivation précise. C'est pour ça que il y a aujourd'hui une décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue il y a quelques mois, là, du 6 avril 2023, qui évoque comment on concilie cet impératif de liberté et de sécurité. On ne peut pas avoir aujourd'hui de liberté sans tranquillité publique, sans sécurité. Donc il faut bien sûr qu'on y aspire à plus de sécurité. Mais est-ce que la vidéoprotection permet de garantir
la sécurité à laquelle elle doit répondre. Non seulement la loi ne l'autorise pas, ne lui donne pas les moyens de répondre, parce que ce n'est pas l'objectif, la loi dit bien que ce n'est pas l'objectif de répondre au maintien de l'ordre, mais en plus, les études nous démontrent que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait un débat quand même plus ouvert, plus démocratique, vu le coût financier des investissements sur toute la France et je dirais sur toute l'Europe. L'absence aujourd'hui de bilan doit nous amener à en discuter. Merci beaucoup. Peut-être rappeler un chiffre qu'on n'a pas dit, je crois, vous me dites si je me trompe. C'est entre 7 et 8 millions d'euros par an pour la ville de Marseille, l'entretien de la vidéoprotection. Quand on dit beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Voilà. Merci à vous. À Marseille, c'est le principe de réalité qui pousse les élus à utiliser de plus en plus de technologies de surveillance. Dans d'autres villes, c'est le lobbying des industriels. Ce lobbying, il marche aussi à l'échelle nationale. Illégal, la vidéosurveillance automatisée dont je vous parlais tout à l'heure est entrée dans le droit commun. Elle a été légalisée à titre expérimental dans le cadre de la loi Jeux Olympiques jusqu'en mars 2025. Le décret d'application de la loi détaille les situations. Le décret de l'application de la loi détaille les situations où l'État peut expérimenter ces technologies. La présence d'objets abandonnés, les départs de feu, les mouvements de foule, la présence d'une personne au sol suite à une chute, la densité trop importante de personnes, le non-respect par une personne ou véhicule d'un sens de circulation, le franchissement d'une certaine zone sensible ou la présence ou l'utilisation de certaines armes. Ce texte de loi, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ces dernières années, les défenseurs d'un monde plus sécuritaire ont gagné beaucoup de victoires à l'Assemblée nationale. Pour vous en parler, je vous propose d'accueillir une nouvelle personne, Eda, militante à la Quadrature du Net. Déjà, bonjour Eda. Tu peux pas me répondre. On va pas se mentir, on se connaît assez bien avec Eda. J'ai eu l'occasion de t'interviewer souvent dans le cadre de mes enquêtes. On a même donné une conférence à Marseille ensemble sur la vidéoprotection. Donc tu es militante à la Quadrature du Net à Marseille. La Quadrature du Net, c'est la principale association en France de défense des libertés numériques et des libertés publiques en ligne. Peut-être une première question. Quel bilan, toi, tu dresses et quel bilan dresse la Quadrature du Net pour les libertés publiques et numériques ces dernières années? Merci Clément. On a écrit récemment sur le site laquadrature.net un article qui reprend vraiment en détail le bilan de 10 ans, on va dire, et notamment de la présidence de Macron. L'idée de cet article, je ne vais pas tout vous dire là parce que ce serait vraiment long, c'est que, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de précisions, c'est qu'en fait, on se rend compte que déjà, il y a des abus. Déjà, en fait, sous prétexte qu'on est dans des gouvernements soi-disant modérés et où les choses peuvent être régulées et démocratiquement, sous ce prétexte-là, on a fait voter des lois depuis au moins une dizaine d'années en France qui sont très liberticides et très dangereuses pour les libertés fondamentales. Et on a plusieurs cas déjà d'abus par ces mêmes gouvernements. Donc ce serait vraiment dangereux de penser que ça va aller dans un gouvernement démocratique et modéré, entre guillemets. Et on ne peut qu'imaginer ce que ça pourrait être plus tard avec l'arrivée du RN. Et pour le bilan, je vais aller un peu vite, mais vous vous rappelez peut-être de la loi dite de sécurité globale, qui a légalisé l'usage des drones par la police nationale, un usage que nous, qui était déjà en place en fait illégalement par la police municipale et nationale en France depuis au moins 5 ans. Nous, on avait plusieurs procès à la Quadrature contre la police pour ces drones-là. On a réussi à gagner. Et en fait, c'est un peu toujours comme ça. À chaque fois qu'on arrive à obtenir une victoire, un tout petit peu plus tard, on a une loi qui est proposée et donc qui les légalise. Donc ça a été le cas pour la loi sécurité globale. Elle a légalisé l'usage des drones. On a gagné le fait que ça n'a pas été accepté par le Conseil constitutionnel pour la police municipale. Cette loi a aussi augmenté le pouvoir de la police municipale. Elle a augmenté l'usage des caméras dans les espaces privés, notamment dans les
immeubles. Elle a aussi, c'est l'article 14, je crois, dans l'association de protection AN2V, de protection, l'association des industriels de la sécurité. Je disais, la N2V, du coup, c'est l'équivalent du J4, mais pour les entreprises qui font que des caméras, grosso modo. Et en gros, elle regroupe les lobbies de la surveillance et de la sécurité. Et eux, ils se sont réjouis que cette loi hors sécurité globale a légalisé cet article qui, en fait, vise à faire des centres de supervision urbains intervilles, donc dans des espaces qui sont les campagnes et pas seulement dans les grandes villes métropoles. Ensuite, on a eu la loi séparatisme, presque en même temps que la loi sécurité globale, au nom de laquelle on a commencé à enlever les subventions aux associations. En nom de laquelle aussi on a commencé à faire des démarches pour arrêter, pour dissoudre des associations, surtout d'extrême gauche. On a commencé par des associations de défense musulmane, le CCIF. On a continué avec des actions d'extrême gauche à Dijon, il me semble. Et le RN et M. Bardella a promis qu'il augmenterait encore plus ces dissolutions-là s'il serait amené à venir au pouvoir. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas juste la vidéosurveillance. En fait, les pouvoirs étendus et les technologies policières et de surveillance sont en tout qui s'alimentent les uns et des autres. Et on remarque en fait ces dernières années qu'on a en fait une augmentation des contrôles de police avec des armes technologiques. On a par exemple cette tablette utilisée par la police et la gendarmerie qui permettent de faire de la reconnaissance faciale via le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires. Donc ça, c'est légal en France par un décret. Et on sait que ces dernières années, les recours au TAJ, à la reconnaissance faciale via le TAJ, ont augmenté. Et ces recours-là, maintenant, se font de façon très facile sur des tablettes qui sont dans la rue, dans les mains des policiers et gendarmes. Et plus récemment, vous savez tous qu'on a réussi à légaliser, dans le cadre des JO, des Jeux Olympiques de Paris, la vidéosurveillance augmentée. Nous, on parle de vidéosurveillance algorithmique, les pouvoirs parlent de vidéosurveillance intelligente ou augmentée. Donc le terme technique, c'est automatique ou algorithmique. On va voir après de quoi il s'agit exactement, mais c'est un cadre d'expérimentation qu'en fait était déjà en place. Nous, on avait déjà depuis 2020 un procès contre la ville de Marseille qui expérimente la VSA de façon illégale. On a un procès en cours contre une petite ville qui s'appelle Moirons, qui expérimente également la VSA. Et on a un tas d'autres dispositifs d'expérimentation. Par exemple, en ce moment, la SNCF et la RATP expérimentent en gare Saint-Charles. Vous voyez des petites affiches en bas, quand vous sortez du métro, en remontant à la gare, vous avez ces petites affiches toutes petites sur un A4 qui vous disent qu'en fait, vous êtes sujet à une vidéosurveillance augmentée qui n'est pas dans le cadre des JO, donc elle est illégale. Nous, on a un recours contre la CNIL en ce moment contre ça. Donc en fait, ces pratiques-là étaient déjà en place, et avec cette loi, on prétend un petit peu les légaliser dans le cadre des JO, qui est un cadre étendu, parce qu'en fait, on a profité des JO pour se dire, on va le faire aussi pour les événements culturels, les concerts. On a déjà des gens qui demandent que ce soit étendu aux JO 2030. On a la ministre des Sports et de la Santé qui a dit, on n'exclut pas que ce soit étendu à d'autres cas d'usage après les JO. Donc l'effet cliqué, il est vraiment réel, et on n'a jamais vu en fait un retour en arrière en général, comme tu l'as expliqué aussi. Alors peut-être pour vous donner un ordre d'idée, c'est hyper important ce que tu expliquais, que la VSA elle est en place depuis longtemps sur les territoires. Nous en 2021, à l'époque j'avais fait une enquête pour Mediapart où je parlais justement de la ville de Moirans. On avait compté combien de collectivités utilisaient cette vidéosurveillance algorithmique hors du cadre légal. On en avait dénombré à peu près 500. Ce qui est quand même pas mal comme pratique illégale. Peut-être si on va dans le détail de ces technologies, je l'ai un peu abordé, mais moi je dis on dit souvent que c'est des technologies discriminantes, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de discriminant, en quoi ça peut être un problème? Alors déjà, un petit mot pour dire qu'en fait, c'est très difficile de savoir exactement comment elles sont utilisées, parce qu'on est là face à des murs, en fait. C'est très obscur, il n'y a pas du tout de transparence. Nous, à la Quadrature, on utilise beaucoup, et je crois que
toi en tant que journaliste aussi, beaucoup ce qu'on appelle le droit d'accès. C'est un droit constitutionnel, le droit d'accès aux documents administratifs. Donc c'est un droit constitutionnel, le droit de savoir ce que notre administration fait sur nous et sur notre espace public. Et du coup, on essaye d'exercer ce droit-là, mais on a un taux de réponse vraiment très très faible, et ce qui est illégal. Par exemple, j'en parle, c'est important, parce que par exemple, j'ai travaillé pendant 2 ans pour une association qui s'appelle Open Knowledge France, qui essaye de faire valoir ce droit de savoir en France. Et du coup, nous, on a une plateforme qui s'appelle madada.fr. On avait une plateforme, je ne travaille plus. Et sur cette plateforme, on remarquait qu'en fait, le ministère de l'Intérieur était la première administration à laquelle on faisait des demandes, et c'était la première administration qui ne répondait quasi jamais. En fait, ils se permettent de ne jamais répondre à ces demandes-là, ce qui est tout à fait illégal, malgré des avis positifs de la commission d'accès aux documents administratifs qui leur demande de répondre. Ils s'en fichent, ils ne répondent pas. La ville de Marseille est 3e, je crois. C'est important à savoir. Donc, alors que c'est une ville qui a un délégué à la démocratie et à l'open data et un adjoint issu du parti pirate, Christophe Hugon, sur l'open data, qu'on a vu plusieurs fois et qui nous promet qu'il va nous répondre alors qu'il ne le fait pas. Par exemple, cet audit dont M. Pérez parlait, audit de la sécurité qui a été mené à Marseille, nous on a demandé les documents, on a demandé les résultats, on ne l'a jamais eu. On a demandé plein de documents afférents à la VSA et au projet qui s'appelait avant Big Data de la tranquillité publique. C'est le projet marseillais de croisement des données pour nous observer et surveiller. On n'a pas eu de réponse. Maintenant, il a été baptisé Impulse, ce projet-là. Donc, même si on est dans une ville dite de gauche et d'hiver gauche, on a vraiment des vrais freins à la transparence. Donc du coup, ce qu'on fait nous, c'est qu'on essaie vraiment de savoir ce qui se passe un peu comme on peut, quoi. Des fois, on a des employés qui nous répondent dans des villes, etc. On fait vraiment un travail d'analyse et de veille très très grand et fort à la Quadrature. Donc c'est pour dire que c'est vraiment difficile. Du coup, ce qu'on sait sur la VSA, c'est que ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte les comportements suspects. Les comportements suspects, et c'est le cas à Marseille d'après le cahier des charges, les comportements suspects sont des choses, par exemple, si vous êtes un groupement de plus de X personnes, en général plus de 5 personnes, dans l'espace public, vous êtes suspect. Être suspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une alerte algorithmique qui est déclenchée automatiquement dès que l'algorithme derrière la caméra, généralement en CSU, j'imagine, au Centre de supervision urbain, détecte sur l'espace public un groupement de plus de X personnes. Donc là, il y a une alerte automatique, ça veut dire que le policier n'est pas obligé de regarder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui se passe derrière la caméra. L'alerte est là pour l'alerter. Donc groupement de plus de X personnes. On a maraudage. Maraudage, c'est le fait de rester sans rien faire, en attente, dans l'espace public. Plus de 20 minutes, 30 minutes, là vous êtes suspect. On a un changement de sens de la marche soudain. Donc par exemple, vous êtes en train de marcher et d'un coup vous faites demi-tour, ça c'est suspect. Si vous vous mettez à courir d'un coup, vous êtes suspect. Si vous traversez une zone dont on a décidé une limite arbitraire par la police, vous êtes suspect. Donc ça, ces comportements-là, c'est les comportements qu'on a lus dans le cahier des charges du projet marseillais, qu'on lit aussi dans le cahier des charges de Moiran et d'autres villes. Ces comportements-là ont été décidés de façon totalement arbitraire, et c'est pas du tout légal de se dire, enfin, c'est pas des comportements illégaux, voilà. Ça a été décidé de façon arbitraire par des élus, par des policiers et par les entreprises qui mettent en place ces logiciels-là. Donc on n'arrête pas de nous dire, à Marseille y compris, que c'est pas dangereux, vous inquiétez pas, mais on peut pas vous dire ce que la police en fait parce que vous comprenez sécurité. Mais du coup, il faut qu'on les croie sur parole. Et nous, on le sait que ces dispositifs-là sont utilisés. On le sait parce qu'on scrute un petit peu ce que disent les préfets, ce que dit la police, etc. On sait qu'ils ont été utilisés, par exemple, lors des révoltes après la mort de Naël l'été dernier, pour surveiller les personnes, pour les identifier et pour savoir qui c'est. Dans les manifestations des Gilets jaunes, ils ont été utilisés pour reconnaître les meneurs, voir où ils sont, où ils vont, etc. Donc ça, c'est toujours couplé avec d'autres techniques, par exemple des techniques d'OSINT, de Open Source Investigation ou d'investigation en open source, qui font d'ailleurs partie de ce que la ville de Marseille appelle l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, où on essaye en fait d'aller voir sur Facebook ou les réseaux sociaux, en source ouverte, qui sont les meneurs des mouvements, qu'est-ce qu'ils manigancent, quand est-ce qu'ils vont faire une manif, etc. Donc on sait que l'État et les pouvoirs
utilisent ces outils-là contre les personnes, des militants d'extrême gauche, des activistes écologistes, des personnes musulmanes. Voilà, on sait qu'ils les utilisent quand ça dérange le pouvoir, on va dire. Et on a plusieurs tweets de Benoît Payan, par exemple, qui disait, par exemple, pour les révoltes de Naël, vous inquiétez pas, aujourd'hui le CSU est en sureffectif, on a plus de monde pour surveiller tout ça, vous inquiétez pas, alors que la vraie inquiétude là, c'était qu'il y avait une bavure policière, où on le sait avec le scandale actuel du centre de supervision urbain à Marseille, où on sait que la police tourne les yeux exprès, cache ces bavures-là, et pour protéger ses collègues. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, passe son temps à regarder les fesses des filles et autre chose pas très... Alors, sur ce un peu sujet-là, patriarcale. Sur ce sujet-là, nous, on avait, avec Mediapart, toujours, on avait révélé qu'à Valenciennes, c'était 10% de l'effectif chaque année des gens qui surveillent la vidéosurveillance qui étaient licenciés pour comportement inapproprié ou mutés pour comportement inapproprié. Et c'est aussi ce qu'explique Élodie Lemaire dans ses recherches, qu'en fait, les gens qui travaillent au CSU, il y a un peu des profils de gens surinvestis ou de gens qui s'ennuient un peu et qui, bon voilà, c'est un job mal payé, qui est difficile, passer 12 heures derrière un écran et qui, quand il va passer une jolie fille, voilà, enfin voilà, c'est un peu ça quand même le truc. Alors, non mais oui, faut lire, c'est vrai. Hein. Alors, j'avais une dernière question, mais on est un peu short niveau temps, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que tu restes pour le débat juste après. Ouais. Et justement, j'avais envie de te parler après du qu'est-ce qu'on pourrait dire, Oui, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire comme une autre sécurité, en fait. On nous a dit que les gens demandent des caméras et de la sécurité, de la protection. En fait, non. Quand on demande aux gens vraiment, parce que la ville de Marseille ne l'a pas fait, nous, on essaie de le faire un petit peu. On fait des festivals Technopolis où tout le monde est invité à Marseille et ailleurs. Cette année, ce sera à Montpellier. On peut avoir une autre version, enfin une autre vision de la sécurité qui est plus inclusive, plus féministe, etc. Et il y a déjà des gens qui ont travaillé dessus et qui ont des idées. Et donc, je vous propose de rester pour le débat pour pouvoir poser vos questions là-dessus, Aïda. Merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. Et on te retrouve dans quelques minutes. Le bilan du lobbying sécuritaire de ces dernières années, c'est comme l'expliquait Aïda, tout ce bilan législatif. Mais il faut arriver à voir plus loin. Les Jeux Olympiques ont aussi renforcé les relations entre les industriels et l'État, du fait d'intérêts économiques et politiques qui convergent. Quels sont exactement ces liens ? Plusieurs fois ces dernières années, j'ai demandé à des ministères d'en savoir plus. On ne m'a jamais répondu. L'État ne parle pas, mais les industriels parlent. J'ai perdu mes notes, pardon, excusez-moi. Désolé. J'ai trop chaud, pardon. Je disais, l'État ne parle pas, mais les industriels parlent. En 2023, je me suis rendu à Milipol. Milipol, c'est le salon français de la sécurité intérieure. C'est genre Disneyland pour les vendeurs d'armes, de logiciels de surveillance, de matériel de maintien de l'ordre. En guest star, la ministre des Sports de l'époque, Amélie Oudéa-Castéra. Dans un des salons de l'événement, il y a un moment qui est particulièrement attendu, la conférence de presse du J4. Gérard Lacroix, le délégué général de cette organisation, commence par rembobiner. Il me dit « Nous avons déjà participé à la rédaction du livret blanc de la sécurité intérieure en 2020. » Écrit par le ministère de l'Intérieur, ce document est particulièrement important. Il fixe les grandes lignes de l'évolution des forces de l'ordre pour les prochaines années. Dès sa publication en 2020, il explicite la volonté de la police et de la gendarmerie de développer la surveillance en France. Retournons à Milipol. Dans la salle, les lobbyistes continuent leur bilan. L'État, se félicite-t-il, va investir près de 50 millions d'euros dans la vidéoprotection pour près de 15 000 nouvelles caméras. Autre point fort, majeur même, les relations nouvelles entre industriels et État. Les entreprises du secteur veulent enjamber l'événement pour moderniser sur le long terme les forces de l'ordre. Elles espèrent aussi pouvoir créer un programme d'exportation du savoir-faire français ou que leur technologie soit vendue et utilisée pour la surveillance aux frontières. Ce jour-là, un représentant du J4 conclut « Nous avons réussi à créer des liens inédits à tous les niveaux de l'État et appris à nous parler. »
C'est pas fini, c'est pas fini. Je m'assois. Est-ce que ces nouvelles relations doivent nous inquiéter? Quand j'ai commencé à écrire ce texte pour l'enquête, avant la dissolution, j'avais déjà répondu oui. Mes arguments étaient les suivants. Ces relations renforcées vont forcément aller vers plus de politiques de sécurité, alors que nous savons que ces politiques n'ont pas d'impact réel sur le crime. Alors que rien n'indique cette efficacité, depuis des années, on dépense des dizaines et des dizaines de millions d'euros dans des caméras. C'est une mauvaise politique publique. C'est de l'argent investi inutilement, par électoralisme. C'est aussi construire une politique de sécurité qui se concentre sur la sphère publique, au détriment de la sphère privée, où se passe la majorité des crimes, comme l'immense majorité des 93 000 viols enregistrés chaque année en France. Ce constat, aujourd'hui, il n'a pas changé. Je suis toujours indigné par le fait que nos politiques préfèrent des politiques d'affichage à une approche rationnelle de la sécurité. Mais depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élection de 143 députés RN, la peur a remplacé la colère. Les techniques de surveillance ne touchent pas tous les corps de la même manière. Les personnes non blanches, les plus précaires, les femmes, les personnes LGBT, les militants et les militantes sont les premières cibles de ces politiques. L'histoire récente nous l'apprend. Autorisés en 2023, les drones de la préfecture de police de Paris ont déjà été utilisés à 39 reprises pour surveiller des manifestations. À 23 reprises, elles ont aussi été utilisées pour surveiller ce que la préfecture identifie comme des révoltes urbaines. Dans les communes, on en parlait tout à l'heure, l'intelligence artificielle fait de la détection de comportements anormaux, de personnes immobiles dans l'espace public, c'est-à-dire de SDF. Dans le contexte d'une police française structurellement raciste, les drones, comme les caméras, participent au surcontrôle des personnes non blanches. En soutenant le développement de caméras de surveillance, en se servant des jeux comme d'un tremplin, en autorisant dans la loi des nouveaux dispositifs comme la VSA, Nicolas Sarkozy, François Hollande, puis Emmanuel Macron ont participé à la création d'un système de surveillance à 360 degrés. Cet outil pourrait, dans quelques années, se mettre au service de l'extrême droite, de son programme raciste, sexiste, de ses volontés antisyndicales. Il est taillé sur mesure pour la mise en place d'un État sécuritaire.